Imagine, un jour, t'apprends que ton ou ta meilleure pote est gravement blessée. Sauf que le truc qui va vraiment te retourner le cerveau, c'est que la personne qui lui a fait ça, c'est elle-même. Tu réagis comment à ça? Je sais pas si c'est une question simple, mais Mélissa, est-ce qu'il y a eu quelque chose, un élément déclencheur qui t'a poussé à te faire du mal? Le jour où vraiment tout a capoté, en fait, c'est le jour où mon père est parti de la maison. Et je pense que ça a été l'élément déclencheur, vraiment, on va dire, d'un début de dépression qui est venu. Sauf que vu qu'on n'en parle pas dans ma famille, je ne savais pas ce que c'était. Pour moi, c'était je suis faible, mais je dois rien dire pour paraître forte. Et dans mon école, il y avait un peu une sorte de mode où beaucoup de filles se mutilaient. J'ai beaucoup entendu parler de ça. Mais j'ai entendu parler de ça d'une manière positive, en fait, vraiment pas négative. C'était vraiment, en fait, ça soulage, ça fait du bien, ça évacue la haine, toutes tes émotions, il n'y a plus de problème après. Je me suis dit, pourquoi pas? Du coup, j'ai testé la mutilation pour la première fois à 13 ans. Petit à petit, sans m'en rendre compte, en fait, je suis rentrée dans un cercle vicieux. Et en fait, c'est devenu une addiction. C'est un peu comme si la mutilation était devenue ma meilleure amie. C'était la seule chose qui pouvait m'aider à aller bien, à avancer, à continuer. Et j'avais ce besoin d'extérioriser, mais aussi de me punir. En fait, c'était vraiment une manière de me punir. J'ai vraiment, à cette époque-là, développé une haine, mais vraiment une haine très très violente envers moi-même, où j'avais qu'une envie, en fait, c'était de me voir disparaître, en fait, au final. À 13 ans? Ouais. T'as parlé justement de l'effet que ça t'a fait et de la honte aussi. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu là-dessus, tu vois? Ça t'a fait quel effet? Au début, c'était vraiment extérioriser en fait cette douleur que j'avais à l'intérieur. Et c'est un peu comme si j'existais plus. Et en fait, je ressentais plus rien. J'avais plus d'émotions, j'étais vide. Et c'était aussi un peu une manière de pouvoir ressentir quelque chose en fait. Et je fonctionnais vraiment à la douleur et la douleur me permettait de me dire « t'es vivante ». Ça a duré combien de temps tout ça? Alors ça a duré très 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 longtemps, de mes 13 ans jusqu'à mes 19 ans. À l'époque, est-ce que tu as pu parler de tout ça à quelqu'un? Ouais, du coup j'ai pu en parler à ma meilleure amie d'enfance qui s'appelle Michel. Ok Michel, c'est quoi votre relation avec Mélissa? Alors Mélissa, c'est ma meilleure amie. Ça fait 15 ans qu'on se connaît et c'est vraiment une relation qui est importante à mes yeux. À cette période, tu arrivais à comprendre que l'automutilation, c'était quelque chose de problématique? Oui, je comprenais que c'était problématique, mais après, j'étais là surtout en tant que meilleure amie. J'étais pas là pour la juger. Je savais qu'elle allait pas bien. Et c'est un peu triste à dire, mais je savais que c'était un peu un exutoire à sa douleur. Donc, j'essayais de lui dire, ce serait bien que t'arrêtes et tout, mais je la forçais en rien parce que je savais que c'était pas volontaire. À cette période, tu te rendais compte que c'était quelque chose de problématique? Non, pas du tout. Enfin, je voyais pas où était le problème en soi. Enfin, pour moi, ça me regardait moi et moi-même et personne d'autre. Ça te fait quoi d'en rediscuter avec elle, de tout ça aujourd'hui? C'est du passé maintenant. Et du coup, je me dis qu'elle peut peut-être en parler plus librement qu'à l'époque quand elle essayait de le cacher et tout. Ça fait bizarre. Parce que justement, c'est un peu la seule avec qui j'en ai vraiment parlé. Mais sans trop en parler non plus, toujours un peu en naviguant un peu entre les mailles du filet. Donc je suis super contente de pouvoir faire ça avec elle. Mais en même temps, c'est quand même bizarre. Les gens qui ont un ou une meilleure amie, cette personne, elle représente quoi pour vous? Dites-le moi en commentaire. Moi perso, ma meilleure amie, c'est genre ma sœur de cœur. Voilà, il y a des amis comme ça qu'on peut réveiller à n'importe quelle heure de la nuit en cas de gros problèmes, ou avec qui on peut discuter de certaines choses plus facilement qu'avec sa famille ou des adultes. Dans cet épisode, deux meilleures amies vont revenir sur un événement encore hyper délicat et tabou, l'automutilation. L'une en a souffert et a vécu cette expérience de près, l'autre en a été témoin. Tu sentais que les gens portaient quel regard sur toi pendant cette période? Beaucoup de jugements, beaucoup de critiques aussi. J'avais autant des jugements par le regard,
mais aussi oralement, ou des gens que je connaissais pas dans la rue qui me traitaient de folle. Pour moi, t'es la seule qui m'a pas jugée en fait. Et du coup, c'était encore plus compliqué d'en parler avec toi parce que justement, tu me jugeais pas et j'avais peur que de trop en parler, en fait, ça change ta vision sur moi. Est-ce que encore actuellement, tu as des remarques ou des réflexions, des mauvais regards? Ouais, c'est quelque chose qui est très compliqué. Il m'a fallu beaucoup de temps pour pouvoir être en t-shirt, être en short. Aujourd'hui, ça va un peu mieux, mais c'est vrai que j'ai encore un peu de la peine parce que je reçois des réflexions, des gens qui me pointent du doigt. Et franchement, c'est pénible. C'est hyper dur. Mais au final, même après des années, en fait, ça continue à me suivre et ça me suivra toute ma vie. Les amis, ce qu'il faut préciser, c'est que durant la période où Mélissa se faisait du mal, ses blessures étaient de plus en plus profondes, ce qui fait qu'aujourd'hui, elle en garde encore des cicatrices visibles. Avec le recul, est-ce que vous dites on aurait pu peut-être en parler à un adulte ou ça aurait été compliqué? Je pense avec du recul, avec mon regard aujourd'hui, je me dis que ouais, je pense qu'on aurait clairement dû en parler. Mais ça maintenant, c'est avec un regard, avec plus d'expérience de vie. Mais maintenant, ouais, je me dis que oui, il faut en parler à des adultes. Pourquoi c'était difficile d'arrêter? C'était vraiment, c'est vraiment en fait comme une drogue. Tu deviens dépendant de ça. Certaines personnes vont peut-être voir ça comme la solution de facilité ça te fait du bien et tu te prends pas la tête et tu fais ça directement alors qu'il y a d'autres solutions. Sauf que à cet âge-là, tu te rends pas compte de toutes les solutions qu'il y a à côté. Donc ouais, c'est pour ça que je n'arrivais pas à arrêter. T'as déjà eu peur pour ma vie? Oui, tout le temps. C'était vraiment assez préoccupant et je savais pas quoi faire. J'avais peur qu'on m'annonce une mauvaise nouvelle et tout. Quand je voyais que c'était de plus en plus profond, de plus en plus rapproché, j'ai vraiment eu peur. Les amis, j'aimerais juste vous poser cette question. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà vécu la même situation que Michel, c'est-à-dire d'avoir un ou une proche qui allait vraiment pas bien? Et si c'est le cas, comment est-ce que vous avez réagi? T'as déjà voulu te faire du mal au point d'en finir? Ouais, clairement. En fait, je savais tellement plus quoi faire que pour moi, la seule solution, c'était juste ne plus être là parce que quand t'es plus là, y a plus de problème. Mais après, avec le temps, j'ai compris que non, en fait, ça ne fonctionne pas comme ça, clairement. Mais ouais, ça m'est arrivé souvent d'avoir ces envies-là. Mais après, t'étais là, clairement. Tu m'as pas lâché et ça, clairement, le fait d'être entourée et qu'on lâche pas, je pense que c'est aussi quelque chose qui m'a clairement sauvée. Tu t'es déjà dit que c'était allé trop loin? Ouais, mais pas qu'une fois. La première fois où je me suis dit j'ai été trop loin, c'est quand j'ai vu qu'en fait je pouvais pas m'arrêter, que j'arrivais pas à ne plus y penser, au point où ça me créait des crises d'angoisse d'essayer de me retenir. Il y a eu des stades où en fait les stades à chaque fois où c'était pire, là je me disais tout le temps en fait j'ai été trop loin. Sauf que sur le moment, je me prenais une claque et le mal-être prenait le dessus en fait. Et au final, je me disais ça va en fait, c'est pas si grave que ça. Jusqu'au moment où j'atteignais de nouveau ce point de en fait j'étais trop loin. Et c'est un cercle vicieux quoi. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que l'automutilation, c'est un appel à l'aide et c'est un symptôme d'un malade vraiment très profond. D'ailleurs, pour nous, ça a été hyper compliqué de réunir d'autres duos de meilleurs amis, tellement il y a de honte encore derrière ça. En tout cas, ce qui est important de préciser, c'est qu'il ne faut pas avoir peur d'en parler. Et en tant que proche, quand on reçoit ce genre de confidence, il ne faut surtout pas le garder secret. Si vous avez envie de creuser un peu plus le sujet ou mieux savoir comment agir, moi je vous ai mis plein de liens utiles en description. Ça a eu quel impact sur notre relation? En vrai, c'était compliqué, mais c'est pas pour autant que tu le faisais que je me suis dit que j'allais te lâcher. C'était pas une raison pour moi. Notre amitié, elle était plus forte que ça. Et que, justement, je me disais que si je te lâchais maintenant, peut-être que tu ferais l'irrécupérable et que je m'en voudrais toute ma vie.
Purée. Oh, purée, c'est violent. Bah ouais, heureusement que tu m'as pas lâché. Parce que ouais, je pense que tu as été vraiment le pilier de mon adolescence jusqu'à ce que ça aille mieux, clairement. Et ça a pas de prix. Michel, tu peux poser la prochaine question. Aujourd'hui, c'est derrière toi. Oui, alors, oui et non dans le sens où c'est derrière moi parce que c'est quelque chose que j'ai arrêté depuis longtemps. Mais c'est vrai que les répercussions, les conséquences de ça font que ça continue en fait à me suivre. Je vois mes cicatrices tous les jours et il y a des jours où je les vois même plus. Il y a des jours où, comme tout le monde, on a des hauts et des bas, puis quand c'est un peu bas, je les vois, puis j'ai un peu des flashbacks qui reviennent. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais c'est plus quelque chose qui est dans ma tête ou quoi que ce soit. C'est juste je dois apprendre à vivre avec les marques de la vie. Donc c'est un peu un entre-deux, je dirais. Comment t'as réussi à avancer, Mélissa? Ça a été quoi le truc qui t'a donné envie d'arrêter? Ce qui m'a donné envie d'arrêter, c'était clairement toi, clairement. Enfin, ça a été une des raisons principales, hein, c'est sûr. Ma famille. Puis par la suite, c'était aussi pour moi. Parce que clairement, il ne faut pas oublier que avant tout, il faut le faire pour soi et pas pour les autres. Et la persévérance, le fait de grandir, d'apprendre en fait à faire les choses pour soi, de faire les choses qu'on aime. Et clairement, c'est ça qui m'a aidée. Et toi, Michel, quand tu vois les cicatrices, les marques de Mélissa, t'as quel regard là-dessus? Elles sont guéries maintenant, que c'est du passé, que même dans les moments difficiles, j'ai été là, même si ça me faisait aussi du mal. J'étais là pour la soutenir et je savais qu'un jour elle s'en sortirait. Aujourd'hui, tu vois quoi quand tu regardes tes cicatrices? Je vois beaucoup d'années de souffrance, beaucoup d'erreurs, de colère, vraiment de haine, d'explosion. Mais en même temps, je me dis, purée, j'ai vécu tout ça, j'ai fait subir tout ça à mon corps. Et je me dis, je suis là en fait. Mélissa, tu peux poser la dernière question. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous aimeriez dire à la personne en face de vous? Je pense que je te remercierai jamais assez d'être restée. Ouais, c'est fou que tu sois restée parce que je pense que ça avait toutes les raisons du monde de partir en courant et de fuir. Merci d'avoir été là et d'être encore là aujourd'hui. D'être ma sœur de cœur. Parce que c'est vraiment important pour moi et je pense que c'est aussi grâce à toi que y a vraiment une part de toi qui fait que je suis là aujourd'hui dans ma vie. Trop d'émotions. Moi, je savais, même si tu dis que toi, t'es une femme faible, pour moi, ça n'a jamais été le cas. J'ai toujours su que t'étais forte et que t'allais t'en sortir et que je serai là quand t'as commencé et je serai là quand t'auras fini. Et maintenant, on y est. Ouais, on y est. Souvent, dans les moments difficiles, on a l'impression d'être seul et c'est pas le cas. Il y aura toujours quelqu'un pour nous aider, pour nous écouter. Et cette vidéo est là pour le rappeler. Donc je compte sur vous pour la partager au max. Moi maintenant, je vous laisse avec cet épisode.